Bienvenue sur Ici Beyrouth. Alors que le gouvernement tarde à se former, que nous arrivons à la fin du mandat présidentiel, que le pays entre dans sa troisième année de crise politico-économique, nous n'avons toujours pas, en tant qu'État, un plan de relance économique. Les organismes économiques ont, eux, proposé un plan alternatif. Pour en parler aujourd'hui, nous avons avec nous le président de l'association des commerçants de Beyrouth et secrétaire général des organismes économiques, Nicolas Chammas, et aussi pour la discussion, le consultant économique d'Ici Beyrouth, Nicolas Beh. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Chammas, nous parlons de 73 milliards de déficit selon l'État libanais. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres ? Je vais vous répondre avec transparence. L'État utilise une supercherie en parlant de perte, parce qu'il s'agit d'une dette souveraine. L'État s'est endetté pendant, disons, 25 ans, avec l'aval des parlements et des gouvernements successifs. L'État a failli, et à partir de là, il essaie donc d'habiller cette dette abyssale en perte qui devrait être répartie entre plusieurs parties prenantes. Donc, commençons par ceci. Ensuite, pour répondre directement à votre question, les derniers chiffres donc, qui sont sur la table aujourd'hui parlent d'un déficit d'à peu près 72 milliards. Ce trou financier d'à peu près 72 milliards de dollars que l'État, et avec lui le FMI, voudrait mettre à la charge quasi exclusivement des actionnaires bancaires et des déposants. Donc c'est une véritable curée qui est en perspective. Donc ce sont des pertes, et donc ce n'est pas un déficit, c'est une dette souveraine. Nous avons des pertes qui doivent être réparties. On parle des déposants, des banques, de la Banque centrale, de l'État. Comment peut-on répartir ces 72 milliards de dollars ? La logique dit exactement ce que vous êtes en train d'énumérer. Nous, en tant qu'organisme économique, nous parlons d'une hiérarchie de responsabilités. C'est-à-dire qu'avant tout, il y a l'État, ensuite la Banque centrale, les banques commerciales et en tout dernier lieu, disons, les déposants. Comment sont répartis les pertes donc entre ces parties-là ? Nous, dans notre plan, nous disons que chacun doit apporter son écho. Oui. Et je vais vous dire un peu les grandes lignes de notre plan. Les grandes lignes de la répartition. Parlons aujourd'hui des dépôts en dollars dans les banques libanaises. Si on soustrait ce qui reste de créances au secteur privé, à peu près 13 milliards, nous parlons aujourd'hui de 84 milliards de dollars de dépôts en dollars. Donc nous avons proposé de les éteindre comme suit. Et là encore, il faut souligner que tout le monde ne peut pas retirer ces dépôts simultanément. La confiance doit revenir. À ce moment-là, il n'y aura pas un bank run, il n'y aura pas, si vous voulez, un rush pour retirer tout cet argent. Donc nous allons commencer de façon suivante. Il y a une certaine catégorie de dépôts que nous appelons comme non éligibles, c'est-à-dire des dépôts qui se sont changés, disons, de livres libanaises en dollars après le 17 octobre à un taux de 1500. Donc ces dépôts ne peuvent pas être comparés à d'autres qui sont rentrés dans la crise en dollars. Ceci représente à peu près 16 milliards. Et notre plan consiste à les restituer à leurs propriétaires à un taux de 8000 livres pour le dollar. Ça, c'est la première catégorie. Seconde catégorie, les dépôts qui ont, disons, collecté un surplus d'intérêt. Pas un quelconque intérêt, un surplus d'intérêt. Donc, si on regarde une moyenne entre 2015 et 2020, tout ce qui est excessif, qui représente à peu près 12 milliards de dollars, sera repayé à un taux de 1500 livres. En dollars, pas les livres libanaises, vous parlez. En dollars toujours. Oui. Mais il y aura une lirafication ici. Ils seront remboursés en livres libanaises. Oui. Mais ce sont les comptes en dollars. OK. Donc, ça nous fait déjà une première partie de 28 milliards. OK. La deuxième partie, c'est un peu sur le modèle de la circulaire 158. Et ça, c'est surtout pour les dépôts de 100 000 dollars et en dessous. C'est pour les protéger complètement et hermétiquement. Donc, il y aura une restitution de 75% en dollars frais sur 7 ans et de 25% en livres libanaises au taux de Sayrafa. Je peux vous interrompre Bien là sûr. Parce que là, il y a une différence avec ce que le gouvernement a proposé à un moment donné. Eux, ils disent les comptes de moins de 100 000 dollars. Oui. D'après ce que j'ai lu, si j'ai bien compris, c'est que vous dites non, 100 000 dollars pour chaque individu. C'est-à-dire s'il a des comptes, 3 comptes dans 3 banques différentes, on additionne pour avoir les 100 000.
Ça veut dire que si moi j'ai 80 000 là, et là, 80 000 là, 80 000 là, je n'aurai pas 240 000. Non, vous aurez 100 000, vous choisirez le compte exactement comme la 158. C'est ça, La 158 vous demande de choisir un compte. Ah, d'accord. Ce Bon. sera donc un compte. Un compte, donc le plus grand, forcément. Exactement. Donc Le les plus grand. Les Libanais qui, au début de la crise, ont réparti leur argent sur différents comptes, différentes banques, profitant du secret bancaire au Liban, ne pourront pas profiter parce que, comme la circulaire 158, il faut choisir un compte dans une banque pour profiter Oui, de... C'est ça. mais nous avons une solution à proposer pour les montants restants, au Ok. contraire du gouvernement. Ok. Le gouvernement veut s'en tenir à 100 000 et basta. Alors que nous allons proposer une solution, une restitution à tout l'argent qui reste au-delà de ces 100 000 dans un seul compte. Comment? Je vais vous le dire, mais je vais continuer donc un peu Oui. dans cette même logique. Et donc, il faut préciser que cette restitution aura lieu de la part des banques à hauteur d'un tiers et de la Banque centrale à hauteur de 2 tiers. OK? Ça, c'est L'argent, donc l'argent cet sera argent-là. restitué Ok, sur les 100 000. ok. Donc, ici, on parle de 19 milliards de dollars. Ok. Ensuite, il y a 7 milliards de dollars qui viendront exclusivement des banques, 4 milliards étant de l'argent qui sera restitué en cash sur 5 ans, sur des paiements égaux sur 60 mois. Et une autre partie offrira des instruments financiers aux déposants à leur choix, c'est-à-dire soit une obligation, soit une action ou des actions dans cette banque. Bon, donc, Et il y a la dernière partie qui concerne l'État. avant l'État. Bon, donc, c'est 60, vous avez dit, on a dit 73, vous avez calculé que Ça, c'est c'est... autre chose là. On Non, parle non, des je dépôts sais. ici. Vous avez dit que la somme de dépôt moins les 12 milliards. Exactement. Donc, en fin de compte, il y a, c'était 84. 84 milliards. 84 milliards. Voilà. Donc, ce sont les dépôts donc, que les banques doivent aux déposants. Oui. Et l'État doit aussi, parce que l'État s'est endetté à propos de ça. Et donc, dans ce cas-là, vous dites que sur ces 84 milliards, comment sont répartis en pourcentage, en gros, entre les déposants, les banques, la Banque centrale et l'État? Est-ce que vous avez une idée comme ça en 3 chiffres, 4 chiffres? En gros, ça va être 3 fois un tiers. 3 En fois gros. un tiers. En ok. gros, 3 Ok, fois un ok. tiers. Le premier tiers étant les déposants, les dépôts non éligibles. Ok. Le deuxième tiers, banque directement ou avec la BDL. Ok. Troisième tiers étant l'État, Très bien. à peu près 30 milliards. Alors, pour l'État, c'est Pour là l'État. où vous avez donc une différence essentielle Absolument. avec tout ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Alors, que beaucoup d'économistes et beaucoup de gens demandent à ce que les actifs de l'État soient mieux gérés pour générer de l'argent et payer. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, c'est la création d'une compagnie holding qui soit la propriété de l'État Oui, et qui est, disons, la jouissance et qui est la possession d'à peu près 15 asset management companies, donc des sociétés de gestion d'actifs qui sont spécialisées dans les secteurs de l'électricité, de la télécommunication, des transports, des loisirs, des Oui. routes, etc. Et donc qui seraient donc gérées par le secteur privé, qui appartiendraient et seraient réglementées par l'État, mais qui seraient gérées par le secteur privé avec des, disons, critères d'excellence. Et à chaque fois que ces critères dépassent les critères internationaux, de profit. exactement, Oui. le résultat net, le bas de ligne, dépasse, disons, les critères internationaux, ce surplus irait alimenter un fonds de recouvrement des dépôts. Donc voilà notre idée. Si je Et peux vous interrompre bien sûr. ici, vous parlez aujourd'hui de mettre en place le secteur privé qui va lui gérer Oui. ses actifs. Mhm. Qui va les nommer? Parce qu'au final, aujourd'hui, c'était le gouvernement, donc un collège, qui devait gérer ses actifs, que ce soit les télécoms, l'électricité et tout, et il a failli. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le gouvernement qui va nommer ces personnes qui vont devoir gérer ces actifs et donc faire un mini-gouvernement? Parce qu'on va se retrouver au Liban avec des comptes, des intérêts personnels, je vais nommer cette compagnie. Comment faire pour protéger légalement ou protéger internationalement ces 15 compagnies, cet asset management dont vous parlez, pour qu'ils puissent faire son travail sans intervention politico-politicienne? Moi, je vois déjà de prime abord 4 parties prenantes qui peuvent mettre leur concours pour nommer ces conseils d'administration. Il y a d'abord naturellement l'État, il y a le FMI,
il y a les organismes économiques et il y a les déposants. Ces 4 parties sont prenantes, donc il faudrait trouver un mécanisme de nomination qui prenne en compte les desiderata de ces 4 parties. Je pense que ce n'est pas difficile à trouver une fois que le principe est admis. Il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est que cette holding company, ces compagnies de gestion d'actifs n'alourdissent pas les dettes de l'État. Donc c'est quelque chose qui est off-balance sheet, qui est à côté, Tout à fait. vous voyez, donc du budget et qui n'affecte en rien ce que le Fonds monétaire appelle le debt sustainability. Ils veulent faire en sorte que l'État ne suffoque pas par la dette. Donc, ce faisant, avec cet instrument-là, avec cette idée-là, nous n'alourdissons pas la dette. Je vais vous donner un exemple concret. Supposez qu'un déposant ait, disons, 500 000 $ qui doivent être couverts par ce mécanisme. Il recevrait une note et non pas une obligation. Ce serait une note qui sera perpétuelle, donc elle n'a pas de date de maturité. Elle ne porte pas un coupon, donc pas de taux d'intérêt prédéterminé. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, la collection ou le total, l'addition de tous les profits qui proviendraient, disons, de ces 15 sociétés serait répartie sur tous les déposants. Donc, si vous avez 500 000 $, il se peut que la première année, vous receviez 35 000 $. La seconde, suivant de la nature ou de la façon dont sont gérées les sociétés, peut-être 50 000 $. Le tout jusqu'à concurrence de 500 000 $. Que ça arrive dans 10 ans ou dans 8 ans ou dans 12 ans, voilà, vous allez être partie prenante de l'économie libanaise et donc vous aurez à cœur l'intérêt de ces sociétés et l'intérêt de l'État. Donc aussi, il y a un alignement de ces parties prenantes dont je parlais. Okay. Donc ce mécanisme a énormément d'avantages, et le premier étant que l'État, qui est le premier responsable de la débâcle financière, participe d'une façon assez logique. Pourquoi je dis qu'il est responsable? Ça, ce n'est pas un slogan. Dans, si vous voulez, le Code de la monnaie et du crédit, il y a l'article 113 qui stipule très clairement, et Nicolas, vous avez écrit à ce sujet plusieurs fois, que si jamais il y avait un budget à la Banque centrale, le gouvernement libanais était tenu, il avait l'obligation, vous voyez, de procéder à bridger, disons, à combler ce déficit. Ça n'a jamais été fait. Donc la partie qui a de toute évidence violé la loi et les lois, c'est l'État libanais. Et c'est pour ça qu'il doit contribuer. Et de cette façon, nous n'allons pas priver, on va dire, le Trésor de certaines rentrées, puisque la première partie, comme nous le disions, tout ce qui est à concurrence, disons, des standards internationaux, irait vers l'État, vers alimenter le Trésor, et tout ce qui est au-dessus irait pour compenser les dépenses. Si on veut simplifier, donc quand l'État va proposer un budget chaque année, il aura encore ses recettes et le surplus de profit de ces compagnies publiques gérées par le secteur privé, ce surplus de profit sera distribué mis dans le mécanisme de remboursement des dépôts pour que l'État puisse conserver ses moyens de dépenses publiques. Exactement. Et aussi protéger les déposants. Exactement. Il n'est pas question de déshabiller Pierre pour habiller Paul. La question est de faire profiter l'État, mais en même temps les déposants qui ont été lésés par cette crise. Je regrette de vous avoir interrompu. Non, mais pas de problème. Mais est-ce que l'État, aujourd'hui, donc on est en train d'avoir un plan qui, l'État peut continuer à gérer les affaires de l'État et on peut aussi protéger toutes les entités économiques, déposants, banques, entreprises, etc. Est-ce qu'aujourd'hui l'État, gouvernement ou Parlement, serait prêt à appliquer ce plan? Saad Echami n'est pas d'accord du tout et il ne veut pas entendre parler d'un fonds. Il dit que ces actifs-là appartiennent à tous les Libanais, alors on ne va pas les utiliser pour rembourser quelques déposants. Lui, il parle des gros déposants. Nous, quelques 5 000 déposants, on ne va pas le faire. Ce point est essentiel. D'abord, les dépôts au-delà de 100 000 $ ne représentent pas du tout 5 000 dépôts. On a vérifié, ils représentent 175 000 dépôts. Oui. Donc ici, on parle d'une tranche énorme de la population libanaise et c'était notre propos hier avec le FMI. Autant M. Saad Echami est inflexible, autant le FMI
est encore plus dur. Donc nous avons trouvé un mur devant nous hier dans les négociations avec le FMI à propos donc du refus d'une quelconque contribution de l'État. Donc moi-même j'ai dit que hier, disons la Grèce et aujourd'hui l'Égypte ont pu mettre à contribution une partie des possessions de l'État. Alors qu'au Liban, il n'est pas question de cela. Pourquoi? Au Liban, il est simplement question de faire fructifier les biens de l'État. Je sais, mais pourquoi le FMI a cette position? Vous dit qu'on ne peut pas utiliser des propriétés publiques pour payer des déposants. Mais nous avons eu beau expliquer que cet argent a été au bénéfice de toute la société libanaise. Donc, de quelque moyens que ce soit, de quelque angle que vous regardiez, cet argent a été utilisé en priorité pour stabiliser la livre libanaise, pour, disons, payer les redevances ou les déficits de l'électricité du Liban. Ensuite, pour les subventions des 2 dernières années, qui ont coûté à peu près 15 milliards de dollars. Donc, cet argent a été dépensé au bénéfice de tout le monde, de la collectivité libanaise. Exactement. Il était impensable de faire payer, disons, ces 175 000 déposants qui représentent, somme toute, je vais dire, 5 générations de déposants libanais qui sont au Liban et dans la diaspora. Donc, on a expliqué, moi-même, j'ai dit donc, au chef de la délégation, ces 175 000 avec leurs familles, ce sont les partis qui investissent, qui produisent, qui exportent, qui consomment et qui payent les impôts. Mais que ferez-vous par la suite? Vous voulez protéger les gens qui n'ont pas d'épargne, mais ces gens-là seront sans aucune protection, puisqu'il n'y aura pas de croissance économique dans un pays. Vous transformerez le Liban en désert économique. Et j'ai même dit que même au Sri Lanka, où il y a eu un accord qui a été signé il y a 1 mois avec le FMI, très similaire à celui du Liban, le Sri Lanka a pu négocier avec ses créditeurs. Les créditeurs de l'État ici sont les banques. Pourquoi n'y a-t-il pas eu aucune négociation avec les banques libanaises? Au contraire, on s'acharne à les piétiner. Il y a vraiment il y a eu un manque de respect total. Je parle d'un respect économique, je ne parle pas d'un respect éthique. Et c'est quelque chose qui aura un effet boomerang sans doute sur le sauvetage. Et moi, je ne vois aucun sauvetage en vue. D'ailleurs, vous me demandiez à propos du gouvernement et du Parlement. Au Parlement, on a des échos favorables. Les parlementaires sont des gens issus du peuple, alors que les ministres, pour la plupart, n'ont aucune attache populaire. Des fonctionnaires. Donc, exactement. Les parlementaires sont beaucoup plus au fait des intérêts, des souffrances de la population. Et moi, je suis quasiment sûr qu'aucun député digne de ce nom pourra voter sur une loi qui vraiment crucifie les déposants, même ceux qui ont au-delà de 100 000. Donc 100 000, rappelez-vous quel genre de dépôt il y a, disons, dans les banques. Il y a les dépôts, disons, associatifs, des dépôts qui appartiennent aux universités, les ordres professionnels, les entreprises, les comptes courants des entreprises, pour les expatriés ici et là, pour les compagnies d'assurance. Donc ce serait un véritable massacre. D'une façon directe ou indirecte, toute la population libanaise serait atteinte. Ça, c'est un fait. Mais le FMI reste sourd à nos arguments jusque-là. Et c'est ça ma source et notre source principale d'inquiétude. Autant ces arguments sont basés sur des réalités scientifiques, autant nous sentons que le FMI est en train de faire fi de principes essentiels, comme la protection de la propriété privée, par exemple, comme l'équité entre les déposants, comme la hiérarchisation des responsabilités et comme ce qu'eux appellent le moral hazard, c'est-à-dire que si l'État libanais d'abord ne reconnaît pas sa faute, son péché mortel vis-à-vis de la société libanaise, donc il a vocation à retomber dans les mêmes travers demain. Merci Nicolas Chammas. Merci, en espérant que ce plan au moins soit discuté avec l'État pour que le Liban puisse commencer à sortir de sa chute, au moins arrêter la chute. C'est tout notre espoir de rameuter la population, l'opinion publique, et je vous remercie de m'avoir accordé ce forum, cette tribune, on vous remercie pour pouvoir sensibiliser la population. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers internautes, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site web www.icibeyrouth.com ou sur les réseaux sociaux.